Salut à tous, et on continue pour Gathering Storm, le voyage de la croisade Terran à travers le Maelstrom. Eh bien, Guilliman donc a des nouvelles informations, des informations qui lui redonnent espoir parce qu'il a un objectif maintenant, une carte, une route. J'ai la carte, ça c'est le petit clin d'œil pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Et donc voilà, il se relance du coup à travers les étoiles du Maelstrom. Alors on nous dit maintenant que la flotte Terran n'est constituée que de 1/3 des vaisseaux qui avaient quitté Macredge. Il y a encore bien sûr le Macredge Honor, hein, c'est une Ark Loriana, ce serait quand même dommage de la perdre. Mais 1/3 du coup, ça veut dire que comme on avait la valeur de 122 vaisseaux, et bien on se retrouve maintenant avec une quarantaine de vaisseaux, c'est quand même vraiment plus énorme, surtout pour l'échelle de Warhammer 40 000, mais en tout cas il reste soudé et en fait il se retrouve ragaillardi parce que Guilliman bien sûr partage ses informations pour justement aussi partager cette motivation et ce but, parce que c'est ce qui rongeait en fait tous les équipages depuis pas mal de temps, c'est de ne pas avoir de but, de ne pas savoir où aller dans le Maelstrom et d'errer un petit peu au hasard. Donc là bien sûr ils sont tous conscients que ça peut être un piège, parce que on n'a pas plus d'informations que ça sur qui a transmis ces informations à Guilliman, mais tout le monde se dit que si Guilliman a choisi d'écouter justement cette route, c'est sans doute que voilà, il a su percevoir la fourberie, et que si le Primarque y croit, pourquoi ne pas y croire aussi. Donc, alors on va nous décrire encore quelques passages de ce voyage à travers le Maelstrom. Donc on a des pluies de météorites incrustées d'yeux qui sont figés dans le vide. On a aussi de l'ichor gelé, voilà, un peu comme un dessert, comme s'ils se baladaient dans un dessert. Ça sera assez amusant. Et puis ils finissent par atteindre un point qui est un point blanc, une étoile blancharde. Donc ils s'avancent vers lui, c'est la direction que leur a donné le personnage inconnu, et en s'avançant ils s'aperçoivent que c'est un trou dans la réalité, mais c'est bien sûr trop petit pour qu'ils puissent passer, mais en tout cas c'est un point de passage pour le chemin vers l'extérieur du Maelstrom. Une fois qu'ils ont trouvé ce point de passage, eh bien, ils bifurquent en direction d'une nébuleuse de gaz. Alors cette nébuleuse de gaz, on sent qu'elle est sous l'influence en fait de Tzeentch, du dieu du changement, et tous les gaz s'agglomèrent, puis se disloquent et reviennent, et dans un balai en fait lumineux, avec bien sûr des lumières extraordinaires qui s'en échappent. Et pendant plusieurs jours, ils traversent en fait sans encombre ce nuage, et ils finissent par arriver dans une zone à la fin du nuage qui se rapproche de la fin. Pourquoi ? Parce qu'ils détectent en fait toute une série de petites paillettes. Ces petites paillettes, en fait, eh bien, c'est aussi ce qu'avait indiqué le personnage. Donc ils savent qu'ils sont sur la bonne direction, ou qu'en tout cas, jusqu'à présent, toutes les indications étaient bonnes. Ils vérifient en fait sur leur côté, il y a un enchevêtrement de 3 planètes. Donc voilà, le problème à 3 corps, hein, pour ceux qui connaissent. Donc ils sont en train de tourbillonner dans une danse les unes avec les autres, et c'est le signe qu'ils sont vraiment sur le bon chemin. Donc en s'approchant, eh bien, ils s'aperçoivent que les paillettes en fait sont un spectacle assez étonnant. Ce sont des vaisseaux spatiaux qui sont reliés ensemble par des chaînes, et tous les types de vaisseaux connus et inconnus sont représentés. Alors je vous donne le listing. Donc on a bien sûr des vaisseaux de combat impériaux, des épaves Eldar aux esquisses osseuses, des sphères de guerre croûte, bah oui, parce qu'en fait fallait mettre un petit peu les croûtes, hein, étant donné qu'ils venaient d'arriver il n'y a pas si longtemps, des vaisseaux dédales rudes, brisés, et des restes de boutres Nicassar. Voilà, donc là les Nicassar on les attend toujours. D'autres étaient inidentifiables, comme des aiguilles noires de matière vitreuse, des structures comparables à des ruches spatiales. Je pense pas que ce soit du tyrannide, hein. Je pense qu'on est vraiment sur autre chose, et puis ils connaissent bien les tyrannides, donc ce n'est pas ça. D'immenses léviathans anguleux, donc là je sais pas, on peut imaginer, moi en fait quand j'ai vu léviathan anguleux, ça m'a rappelé vraiment les images de la science-fiction des années 80-90, avec, je vous mettrai quelques photos parce que j'aime bien cet univers, cette époque-là, une époque pleine de rêveries, et en fait on peut imaginer que ce sont des croiseurs humains, mais pré-Imperium, de très loin pré-Imperium, avec peut-être les premières avancées, les premiers vaisseaux colonisateurs de la race humaine qui partirent à travers les étoiles, ou alors complètement autre chose, hein, ça peut être complètement autre chose, et de minuscules vaisseaux elliptiques, guère plus gros que des drop pods, voilà. Mais l'énigme était là, comment tous ces vaisseaux pouvaient-ils se retrouver ici ? Alors, surtout enchaînés par des chaînes colossales, hein, qui font plusieurs kilomètres de distance.
puis maintenir des vaisseaux spatiaux, c'est pas avec une petite chaîne que nous on pourrait imaginer. Mais en tout cas, ça fait une belle image et ça reprend en fait une imagerie qu'il y a dans Warhammer 40 000 et qu'il y avait déjà depuis pas mal de temps avec, j'en avais déjà parlé, des rochers, des astéroïdes qui sont enchaînés les uns avec les autres. Ça, c'est une vision assez gothique, je trouve, de l'univers de Warhammer 40 000 et là, en fait, le refaire avec des vaisseaux spatiaux, je trouve que c'est assez cohérent. Donc, en s'approchant, eh bien, Guilliman se dit qu'ils vont tout simplement le contourner, parce que c'est un piège, un filet tendu vers eux pour les empêcher justement de sortir du Maelstrom. Mais plus il s'approche, plus il voit que le filet s'étend en fait à l'infini. Et qu'en fait, il y a aucune indication sur de quel côté aller, alors que les astropathes commencent à sortir un petit peu de leur torpeur, parce qu'on nous dit que ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient dans la torpeur, donc on imagine que si c'est depuis qu'ils sont rentrés dans le Maelstrom, peut-être des siècles, je vous rappelle qu'ils ne savent pas depuis combien de temps ils sont là, donc là on nous parle de quelques jours, une fois c'est quelques mois, une fois c'est quelques siècles, donc on va faire un bon deal, mais je sais pas, on va dire que ça fait 3 mois qu'ils sont dans le Maelstrom, donc les astropathes un peu reprennent un peu des couleurs, et puis distinguent les bords du Maelstrom. Et au-delà de ça, une lueur ténue, c'est l'Astronomicon. Alors, c'est vraiment ténu, on nous dit que c'est comme une lumière à travers une porte, mais ils le sentent. En tout cas, et ils sont tous unanimes, l'Astronomicon est devant eux. Donc, l'objectif, c'est de passer. Alors, bien sûr, il y a une part d'espoir, parce que même Guilliman retrouve un peu espoir, parce que l'Astronomicon devant eux, voilà, ça veut dire que le mystérieux personnage lui a donné les bonnes informations, qu'il est vraiment sur le bon chemin et qu'ils vont se sortir. Mais il leur reste un dernier obstacle, cette toile arachnéenne gigantesque, avec ses vaisseaux, ses épaves, qui sont devant eux. Donc, le choix finalement ne l'aurait pas vraiment laissé, autant aller tout droit. Donc ils changent de formation, ils font en sorte que les vaisseaux les plus solides, donc les barges de bataille, se mettent devant pour protéger les vaisseaux plus petits. Ils activent leur bouclier Void et puis ils avancent tout doucement en élargissant un petit peu la formation, en faisant un peu comme un système de convoi avec à chaque fois un gros vaisseau devant pour encaisser les dommages. Et puis ils essaient de passer à travers les épaves. Alors ça se passe assez bien parce que la plupart du temps, les maillons sont assez éloignés pour que les vaisseaux puissent passer. Parfois, c'est moins le cas et surtout pour les vaisseaux les plus gros, typiquement l'honneur de Macredge ou d'autres vaisseaux plus imposants, frottent un petit peu sur les chaînes, donc bien sûr tout le monde tremble un petit peu, tout le monde, surtout le personnel navigant qui se demande ce qui va se passer. Quand les chaînes rentrent en contact avec la coque, elles détruisent en fait le blindage, elles le rongent un petit peu, donc tous retiennent leur souffle, mais au bout d'un moment, ils finissent malgré tout par traverser et on a l'Honor of Macredge qui justement repousse le dernier vaisseau. Alors on nous le dit, c'est un iconoclaste, donc c'est un vaisseau assez connu des joueurs de Battlefield Gothic, donc c'est un croiseur du chaos. Ils le repoussent et ils ont devant eux l'ouverture du Maelstrom, une ouverture vers la réalité, le monde réel. Et c'est à ce moment, alors qu'ils sont en train de retrouver d'espoir, que justement des alertes commencent à retentir et tir de vaisseaux spatiaux et l'iconoclaste en fait qui n'est trop de pousser s'active et en fait on s'aperçoit qu'il y a énormément de vaisseaux qui se détachent des chaînes et qui reprennent de l'énergie, augmentent la valeur de leur bouclier et commencent à faire des tirs. Ces vaisseaux, on les reconnaît, ce sont ceux des Red Corsair et c'est un piège, it's a trap, c'est une embuscade qui a été tendue par les Red Corsair en alliance avec Chaos Fateweaver qui a désigné l'endroit exact où allait venir Reboot Guilliman. Alors, est-ce qu'on peut imaginer peut-être que c'est Kairos qui a suggéré les choses à Guilliman? Est-ce que Guilliman pourrait se laisser prendre? Parce qu'on nous dit bien à un moment donné que Guilliman n'a ressenti aucune force chaotique dans le personnage qu'il a rencontré. Donc on peut imaginer que c'était... tout laisse à penser que c'était un Eldar, peut-être un Harlequin ou quelque chose un petit peu comme ça. On peut là aussi raisonnablement imaginer que c'est Chaos qui a dit non mais va ici en se faisant passer pour un Eldar, je te donne le chemin, tu vas pouvoir t'en sortir, comme ça
il est sûr de savoir où est-ce que Guilliman va arriver, parce que c'est lui qui lui a indiqué le chemin. Ce qui peut aussi s'imaginer très facilement, c'est que il a lu en fait dans l'avenir et qu'il sait que Guilliman allait passer par là, peu importe qui lui a indiqué. En tout cas, le stratagème se révèle, et puis on nous dit que les grosses chaînes étaient tenues par des aimants à la coque, et les avaries qui étaient présentes sur les vaisseaux en fait sont simplement factices, et les vaisseaux reprennent une formation d'attaque et se mettent à pilonner les restes de la flotte Terran. Guilliman pousse un juron. Ah ouais, je serais curieux de savoir lequel c'est d'ailleurs. C'est vrai que pour un Primarque qui vient de l'hérésie d'Horus, je serais curieux de savoir ce que serait que ce juron. En tout cas, bien évidemment, il comprend que c'est un piège tendu et par les Red Corsair et par Tzeentch. Donc, bien sûr, il essaie de donner des ordres, mais il voit que certains vaisseaux sont déjà désemparés. Donc, on nous dit, par exemple, la frégate Silent Blade des Raven Guard est déjà coupée en deux, que si des vaisseaux commencent à rompre un petit peu la formation et à s'éloigner, ils se font directement prendre à partie, et que les Red Corsair ont une flotte qui est plus nombreuse et mieux préparée et directement en position. Parce qu'on se rappelle aussi que passer à travers le maillage, ça veut aussi dire s'éloigner les uns des autres, donc les vaisseaux ne sont plus en formation de combat, en formation défensive, et qu'ils sont pris à partie aussi par leur flanc, parce qu'on imagine bien que des vaisseaux ont, suivant les types de vaisseaux, vous avez des vaisseaux qui sont plus faits pour le combat à distance, donc avec des armes qui sont plus portées sur l'avant, d'autres plus sur les bordées, ainsi de suite, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, là, les vaisseaux, ils se font prendre, entourés encore une fois en 3D, faut bien voir ça comme ça. Donc c'est une situation qui paraît complètement critique. Alors après, on a encore l'honneur de Macrage qui est là, qui est présent, mais à lui seul, en fait, il va pas pouvoir contrebalancer la supériorité numérique. Après, est-ce vraiment le cas ou pas? Je sais pas, il y a toujours des fois... peut-être que j'idéalise un petit peu trop les Arches Gloriana, mais je me dis, quand même une Arche Gloriana, on peut pas. Elle est pas assez mise en avant. Moi, j'aimerais que l'honneur de Macrage, à lui seul, il puisse battre 40 vaisseaux Red Corsair. Possible. Alors, en tout cas, cette telle chose fait que, malgré tout, Guilliman prend... On calme, évidemment, il va commencer à essayer de regarder un petit peu les vecteurs d'approche des différents vaisseaux, essayer de trouver quelle est la meilleure façon de se défendre. Et ce qu'il remarque assez rapidement, c'est que les Red Corsair font des attaques ciblées. Leur but n'est pas de détruire la flotte, mais de s'en emparer. Pourquoi ? Parce qu'ils ciblent spécifiquement les Auspex, les armes défensives, l'ingéniarium, donc c'est-à-dire les moteurs, pour empêcher les vaisseaux de s'échapper et de se défendre et de rester aveugles. Donc c'est vraiment une technique de piratage. Leur but, c'est de ne pas détruire, mais ce n'est pas de détruire, mais c'est de récupérer les vaisseaux. Et bien sûr, l'honneur de Macrage, on imagine bien que Huron, à la tête de l'honneur de Macrage, on serait bien content. C'est peut-être une chance pour eux, se dit Guilliman, parce qu'en fait, les vaisseaux ne vont pas être détruits et que ça va se jouer en combat rapproché. Donc, il intime à tout le monde l'ordre de se préparer à un abordage. Donc, on voit en fait les différents Dreadclaw ou les torpilles d'abordage qui sont lancées des vaisseaux du chaos. Guilliman essaie d'analyser aussi les choses. Donc, on nous dit, grâce aux défenses rapprochées en fait du Macrage Honor, on a des kilomètres de tourelles défensives qui sont là pour justement cibler les torpilles d'abordage. Et en fait, il essaie d'analyser pour voir où est-ce que les torpilles d'abordage ont été suffisamment réduites pour qu'il n'ait pas à intervenir et où est-ce qu'au contraire le feu défensif n'a pas été suffisant et qu'il va justement falloir synchroniser en fait des défenses. Il lance quand même un message. Alors, il lance un message à toute la flotte Terran, en indiquant que il faut se préparer en fait à l'abordage. Il faut défendre en priorité la passerelle de commandement parce que c'est le cerveau du vaisseau. Une fois que cette passerelle sera prise, forcément les pirates auront accès au contrôle du vaisseau. Il faut défendre aussi l'ingéniarium. En fait, là on a les moteurs qui nourrissent le vaisseau en énergie, qu'il faut essayer aussi de s'enfuir. Et il dit, si parmi vous certains réussissent à s'enfuir, donnons-nous rendez-vous juste derrière l'ouverture du Maelstrom pour se regrouper un peu plus tard, mais n'attendez pas le reste de la flotte et essayez vraiment de poursuivre votre chemin quoi qu'il arrive. Et puis on nous dit aussi que, un peu à contre-cœur, il adresse la bénédiction de l'empereur à tous ceux qui allaient affronter l'ennemi. Donc ça lui pèse, mais voilà, il utilise aussi ce boost de morale, et puis voilà, c'est un peu la tradition dans l'impérium du 41e millénaire. Donc voilà, lui aussi envoie la prière de l'empereur et il se prépare au combat. Donc on entend que les torpilles frappent un peu partout. Il perd en fait la vue de ses Auspex, donc les Auspex
de l'honneur de Macrage, donc ils sont touchés, il ne voit plus rien, donc il met son casque. Alors on nous dit qu'il est avec Greyfax et puis Sainte-Célestine. Alors, Greyfax a dû changer de vaisseau, on imagine, parce qu'elle n'était pas dans le même vaisseau à un moment donné. Bon voilà, on a aussi Sicarius, donc voilà, tous les MVP sont sur la passerelle de l'honneur de Macrage, et tous attendent que les ennemis arrivent. Et puis, ça ne tarde pas, parce qu'on a la porte scellée, blindée, qui protège justement la passerelle de commandement, qui vole en éclats, suivie d'ondes et de coups surnaturels. Et puis voilà, petit passage maintenant sur les raids corsaires. Donc on nous dit, l'histoire des raids corsaires, donc c'était avant les Astral Claws, dirigés par Huron, et ils étaient depuis plus de 300 ans, 3 siècles, près de la terrible faille du Maelstrom. Et au fur et à mesure du temps, sous l'influence du chaos, les Astral Claws sont passés du côté chaotique, du côté renégat. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas inféodés à un dieu, en fait. Les raids corsaires ne sont pas inféodés à un dieu en particulier, mais c'est plus des rebelles que vraiment des chaotiques, comme on peut l'entendre avec les autres légions. J'aime bien cette notion que c'est un petit peu différent, ils sont renégats. Alors, évidemment, ils vont se cacher dans le Maelstrom, mais c'est pas pour autant qu'ils sont voués au chaos et qu'ils vont vouer justement un culte au chaos. Donc on nous dit que bien évidemment, à cette époque-là, en fait, il y avait une dîme aussi. Enfin, c'est pas vraiment une dîme, mais c'était chaque chapitre Space Marine se devait d'envoyer quelques glandes progénoïdes pour justement créer de nouveaux chapitres et de créer comme ça, de cultiver en fait le patrimoine génétique et de l'envoyer. Et ce qui s'est passé, c'est que les Astral Claws n'ont pas payé cette dîme. Donc évidemment, l'Imperium me dit mais comment se fait-il ? Donc ils ont envoyé des vaisseaux pour enquêter, et quand ces vaisseaux sont arrivés, ils ont été prestement capturés, détruits par les Astral Claws, et cette nouvelle est quand même parvenue à l'administration de Terra, et que Terra a dit très bien, on va envoyer une croisade punitive. Le chapitre des Astral Claws est excommunié Traitoris, donc on va envoyer une croisade pour les purifier, donc détruire l'ensemble des Astral Claws. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que les Astral Claws, qui étaient sur le monde chapitral de Badab, donc la guerre de Badab, tout ça, c'est là, avait réussi, en fait, Huron surtout avait réussi à rallier à lui d'autres chapitres Space Marine qui étaient dans les parages. Donc on nous dit les Mantis Warriors, les Exécutionneurs et les Lamenters qui ont rejoint l'Empire de Badab sous la direction d'Huron. Quand la croisade est arrivée, elle s'est retrouvée avec une force unie de Space Marine renégats, et donc c'était Space Marine contre Space Marine. L'Imperium a gagné, et après plusieurs batailles mémorables, donc la guerre de Badab, on a réussi à vaincre les différents chapitres renégats, qui n'ont eu que de seules solutions de s'enfuir justement dans le Maelstrom. Alors l'Imperium n'a pas poursuivi dans le Maelstrom, simplement ils ont récupéré l'espace réel, et ils ont imaginé sans doute que les Astral Claws et les autres chapitres allaient simplement se faire détruire par tout ce qu'il y avait en fait dans le Maelstrom, et qu'ils ne pourraient pas survivre. C'était bien sûr une erreur, et étant donné que Huron, d'une main de fer, a rallié à lui les différents chapitres Space Marine, et qu'ils se sont appelés maintenant les Raids Corsaires. Et puis, ils ont réussi comme ça à proliférer, c'est-à-dire avec des actes de piraterie, récupérer des vaisseaux au fur et à mesure, et devenir une force de corsaires qui agissaient dans l'ombre un petit peu, encore une fois, du chaos, et puis en restant dans des zones du Maelstrom. Voilà. Ce qui est très sympa aussi, parce qu'encore une fois, c'est l'actualité qu'on a en ce moment sur Warhammer 40 000. Question que je me pose, c'est est-ce que ce sont les raids corsaires qui ont construit ce maillage de vaisseaux spatiaux qu'on trouve à la bordure du Maelstrom ? Peut-être. Si c'est le cas, c'est quand même dur d'imaginer qu'ils aient pu réussir à capturer autant de vaisseaux. Puis après, on se dit aussi pourquoi en fait ces vaisseaux-là auraient été capturés et juste utilisés comme des sortes de points de croix entre différentes chaînes pour faire un maillage. Pourquoi pas tout simplement les rééquiper ? Alors peut-être parce qu'ils étaient peut-être qu'ils avaient une technologie qui était irréparable. On peut raisonnablement imaginer que les vaisseaux des Eldar peuvent pas fonctionner avec un système de l'Imperium ou... Enfin, voilà. Ou alors peut-être aussi que c'était quelque chose qui était là avant en fait, et que cette flotte-là est indépendante des raids corsaires. Je sais pas, j'ai pas vraiment
de certitude là-dessus. Je pense quand même que vu l'ampleur des choses, c'est quelque chose qui n'appartient pas au Red Corsair, mais qu'ils utilisent à bon escient, voilà. Je me suis posé aussi la question, je me dis mais attends, même si Kairos leur dit on va tendre un piège, etc. Où est-ce qu'ils ont trouvé les chaînes magiques qui font des kilomètres? Je sais pas. Surtout pour chasser plein de vaisseaux. Bon, après c'est des détails de l'histoire, mais c'est vrai que toujours moi je me pose des petites questions sur la logistique des choses en disant mais attends, est-ce que c'est possible, comment ils ont fait, comment ça marche, etc. Mais bon, c'est magique, ils sont dans le Maelstrom, donc voilà, on s'étonne pas quand il y a des météorites avec des yeux ou de l'ichor gelé, mais on s'étonne quand il y a des chaînes qui reluent des vaisseaux. Bon, bah voilà, bon, ok. Donc je me tais et puis je tourne la page. Donc l'assaut du chaos fut extrêmement féroce, évidemment, et il se devait de l'être. Pourquoi ? Parce qu'il savait que les vaisseaux de l'Imperium étaient bâtis pour se défendre et qu'en fait les consoles de commandement étaient aussi doublées d'enchevêtrements, de protection, de barricades, et que ce stratégium était prévu pour lutter contre les assaillants qui voulaient justement prendre le contrôle du vaisseau. Donc il se devait d'envoyer rapidement une force assez létale à l'intérieur, mais Guilliman bien sûr et ses fidèles ultramarines défendent la passerelle. On a aussi les alliés, donc évidemment Sainte-Célestine, Greyfax qui sont en train de lutter. Donc au début, ce qui sort en premier, ce sont les démons. Les démons arrivent, se font rapidement détruire par la pluie de bolts. Donc on est décrit les démons, voilà, tous les démons classiques de la panoplie de Zinj qui arrivent, voilà, qui se font détruire au fur et à mesure. On a aussi des Red Corsair qui arrivent, qui font usage de leurs armes, donc des armes plasma, ce genre de choses. Et puis, immanquablement, au fur et à mesure, eh bien, ils gagnent du terrain parce que chaque Space Marine qui tient une position défensive, si elle cède, c'est un point d'appui, une tête de pont pour aller progresser comme ça dans le vaisseau. On a bien sûr les pouvoirs de Zinj qui changent un petit peu la donne. On dit par exemple une escouade de Terminator, eh bien, avance et puis se retrouve téléporté directement par en dessous, aller dans les centres de commandement, les centres de transmission d'informations, ce genre de choses. Donc c'est une position difficile à tenir et au bout d'un moment, eh bien on a Kairos qui lui-même rentre dans le stratégium et dès qu'il voit ça, forcément Guilliman plonge à l'attaque vers Kairos. Et puis on a un message de Kairos qui dit « Tu es une relique d'une ère passée, un témoignage de l'échec de ton père. Tu auras dû rester dans ton passé, Primarque, car tu n'as pas de place en ce futur. » Malgré tout, on a la réponse. Est-ce que Kairos est plus fort que Guilliman ? Eh bien, Kairos lui-même sait que ce n'est pas le cas. Il sait qu'au corps à corps, il est inférieur à Roboute Guilliman, mais il a un plan. Et oui, donc au final, voilà, force physique, vainqueur Guilliman. Maintenant, combat, il y a de la tactique, il y a de la stratégie. On sait que Guilliman, c'est le Primarque qui est vraiment le plus doué en tactique et en stratégie. Mais en face, on a Kairos Fateweaver qui, depuis longtemps, en fait, sape le moral, la conscience, l'âme de Guilliman. Et donc Kairos, depuis plusieurs mois sans doute, eh bien il attaque la conscience de Guilliman et puis il s'appuie sur différentes choses qui va aiguillonner, qui va magnifier. Donc on nous dit par exemple sa colère et sa déception vis-à-vis de l'Imperium, ses craintes pour l'avenir, ses remords aussi, et tout ça en fait il va à chaque fois tisser quelque chose, les renforcer, travailler dessus, et il pense que même aussi fort que soit Guilliman, il aurait pu en venir à bout et lui faire perdre la tête. Simplement l'intervention des Eldar, donc là on sait que le personnage mystérieux c'était un Eldar, on a toutes les confirmations. J'aime bien moi quand ça avance et qu'on a des confirmations, c'est bien aussi. Donc l'agence d'Eldar a contre un Kairos a précipiter ses plans, ce qui fait que Guilliman n'était pas encore à maturation, mais que ça va peut-être suffire. Donc il envoie un rituel et viennent autour de lui 9 apôtres de Zinj qui étaient cachés jusqu'à présent et qui commencent à entonner une litanie à direction du Primarque. Alors que le Primarque, lui, avance telle une force irrépressible. En fait, dès qu'on a un démon se fait vaporiser, que ce soit par la main de domination, donc on voit des obus directement explosifs, ou alors que ce soit bien sûr l'épée de l'empereur qui vaporise tous les démons. Si jamais même les Terminators des Red Corsair qui se positionnent devant eux sont prestement nettoyés, il y a un sillage en fait qui se crée derrière lui avec Sicarius justement, Greyfax aussi. Alors Greyfax,
moi j'étais en train de me dire, mais Greyfax, en fait, c'est pas une combattante aussi puissante que ça. Et puis là, on nous rappelle que elle est quand même une psycheur de très haut level et que simplement par sa propre volonté, elle met à genoux les Red Corsair. Et que au fur et à mesure, dès qu'elle concentre sa volonté sur un Red Corsair, il se retrouve mis à genoux, paralysé et vaincu directement, juste donc sans prouesse martiale, mais uniquement avec la force de sa volonté. Sainte Célestine, bien évidemment, elle fait rayonner ses pouvoirs, hein, et qui là aussi viennent à bout assez facilement des démons, donc elle s'occupe des démons, Greyfax des renégats, on a Sicarius, voilà, qui lui aussi déchaîne un peu toute sa fureur, parce que voilà, ils ont enfin en fait aussi un exutoire en fait pour essayer de s'en sortir, donc il y a cette force de l'espoir aussi, puis se battre aux côtés du Primarque, c'est toujours quelque chose de galvanisant. Ils ont en plus devant eux Kairos, donc ils savent que s'ils réussissent à le vaincre, sans doute ils réussiront à triompher de la dernière adversité et à retourner, voilà, juste dans l'espace matériel qui est juste devant eux, donc ils redoublent d'efforts. Malgré tout, eh bien, l'assaut en fait envers Guilliman commence à porter un petit peu ses fruits, parce que on voit Guilliman qui met un genou à terre. Alors ça étonne bien évidemment tout le monde est un petit peu sous la stupeur, mais Guilliman a un genou à terre, et puis il se met à hurler de douleur, il porte sa main en fait à son crâne, et en fait on a des lumières qui jaillissent de lui. Et en fait, ça, j'aime bien cette image-là, on nous dit des vrilles ici. Alors, le Primarque Tituba hurlant de douleur quand des raies d'énergie incandescentes jaillirent de ses yeux et de sa bouche. Des vrilles sinueuses de culpabilité verdâtre s'entortillèrent autour des rubans de dégoût ondulant comme des serpents, et de vrilles rouges de colère palpitante. Pris dans ce typhon d'énergie psychique, Guilliman s'efforça de reprendre sa progression, mais il cria de douleur, encore une fois, et avant de s'agenouiller. Et en fait, on a justement chacun de ces sentiments en fait qui va se matérialiser avec une sorte de tentacule d'une couleur différente qui viennent comme ça se renforcer, et au fur et à mesure du temps, donc on a l'incantation des 9 oracles de Tzeentch qui sont en train de renforcer en fait cette incantation. Alors évidemment, les Space Marines qui sont là, Sicarius, tout de suite, ils donnent l'ordre à annihiler en fait les héros de Tzeentch pour qu'ils arrêtent l'incantation. Mais en fait, à chaque fois qu'ils tirent dessus, eh bien, les autres démons, les renégats aussi, viennent s'interposer en mettant leur corps en rempart pour empêcher justement les bolts de les atteindre. On ne peut pas aller au corps à corps parce qu'on nous dit que Greyfax est pris à partie et qu'elle n'arrive pas à avoir le temps en fait d'aider le Primarque. On a Sainte Célestine où on nous dit des démons se sont agrippés sournoisement à ses ailes. Bah ouais, il fallait les replier. Et donc elle n'arrive pas à porter non plus secours. Sicarius c'est pareil, il n'arrive pas, voilà. Voilà, donc c'est une situation assez périlleuse parce que tous en fait ne peuvent pas aider leur Primarque. Alors le Primarque, dans un accès de rage, réussit malgré tout à se relever et envoie des bolts à bout portant contre Kairos, et Kairos explose. Donc là, vraiment, il est touché. Alors qu'avant, on nous disait que à chaque fois qu'il y avait des projectiles qui étaient envoyés contre Kairos, tout se désagrégeait en fait et se transformait en petite pluie de particules colorées. Là, par contre, avec la main de domination, Guilliman réussit à le blesser. Mais ça n'arrête absolument pas Kairos. Au contraire, même, ça lui fait redoubler d'efforts lui aussi. Et sa voix se joint en fait à l'ensemble de l'incantation. Et Guilliman recrie de douleur, se retrouve de nouveau à genoux, et on a ces vrilles qui se renforcent et qui commencent à se matérialiser en espèce de chaîne. Et très vite, on se retrouve avec un Guilliman enchaîné au sol qui ne peut plus bouger, qui est incapable de se défendre. Et la sentence tombe. Kairos proclame: arrêtez de vous battre, laissez tomber les armes, rendez-vous immédiatement, sinon j'écartèle le Primarque et il mourra devant vos yeux. Et horrifiés, les Ultramarines s'exécutèrent, la bataille était terminée et Kairos Fateweaver savoura sa victoire. Victoire de Kairos Fateweaver contre Guilliman. Donc voilà, le versus. D'un côté Guilliman, d'un côté Kairos, eh bien, si on parle de technique brute au corps à corps, victoire d'un Primarque. Si on parle de manipulation, eh bien, victoire de Kairos. Alors, c'est une victoire qui a été préparée depuis longtemps, hein, parce qu'on dit que c'est justement le fait de l'aiguillonner. On peut aussi imaginer que le fait d'être bloqué dans le Maelstrom, c'est aussi ce qui lui permet de booster un peu ses efforts, et que malgré la résistance incroyable et l'ordre et la raison qui guide l'âme de Guilliman,
il y a quand même des petites failles, justement son dégoût vis-à-vis de ce qui est devenu l'Imperium, le fait de se sentir coupable de n'avoir pas su défendre justement cet Imperium, la colère envers tout ça, envers justement les démons qui l'accaparent dans le Maelstrom. Donc tout ça, ce sont des failles dans sa raison et qui permettent justement à Kairos de s'infiltrer. Donc on a la victoire des forces du chaos sur la passerelle du Macrage au nord et Guilliman, le primar, qui se retrouve à genoux en train de crier, complètement enchaîné, désemparé par les forces du chaos. Donc voilà, tout le monde laisse tomber les armes. Que va-t-il se passer après ? Je ne sais pas, parce qu'on change de chapitre complètement. Donc là, on a une belle image avec Kairos justement qui se bat contre Guilliman. Il y a juste un petit bloc de texte qui est sur Kairos, donc je vous le lis, et puis après on s'arrêtera là pour cette partie. À l'abri dans les tréfonds de la forteresse impossible, le puits de l'éternité est réputé être le lieu où l'espace comme le temps commence et s'achève. Bon, ça me fait vraiment penser à quand vous regardez la série Loki, il y a ce passage à un moment donné avec cette zone-là. On peut l'imaginer comme ça, c'est pas mal, ça permet de se rendre compte un peu des choses. Pour en comprendre les secrets, il faut plonger dans sa tourmente, ce que même le grand dieu Tzeentch n'ose faire. Incapable de résister à la tentation de décrypter cette énigme, mais peu de s'y risquer, Tzeentch se saisit de son vizir, un Lord of Change nommé Kairos Fateweaver, et le jeta dans les remous du puits. Et à la grande joie de Tzeentch, Kairos survécut à l'épreuve, mais de justesse. Et quand il réapparut, il avait changé, il avait deux têtes. Une tête qui était orientée vers le passé et qui percevait en fait tous les passés imaginables. C'est la gauche, tête gauche si vous voulez. Donc, mais dans quel sens ? Ça dépend dans quel sens tu regardes aussi. Bah oui, c'est vrai. Donc, on a la tête gauche qui est celle qui voit tous les passés, et on a la tête droite qui elle est tournée vers l'avenir et connaît tous les avenirs possibles. Et alors, ça fait quand même réfléchir, hein, parce que c'est toujours ça en fait, quand il y a différents temps, tu te dis le passé il est figé, donc c'est quelque chose qui n'évolue plus, et donc la tête qui est tournée vers le passé a une information, mais c'est une information fiable, certaine, parce que ça s'est passé, alors que la version du futur, étant donné qu'il y a plein de futurs possibles, au final, c'est juste des probabilités. Est-ce que c'est vraiment le futur ou pas ? Et en fait, à partir du moment où elle voit plusieurs probabilités de futur, ça veut dire que le futur n'existe pas, quand on réfléchit bien. Parce que si le futur était une voie droite, qui est le futur tel qu'il doit exister, eh bien, il n'y aurait pas d'autres possibilités, puisque le futur serait aussi immuable que le passé. Et en fait, il y a cette notion-là de, quand vous avez la trame d'une histoire, si vous voyagez un petit peu dans le temps, typiquement dans votre vision, en fait, qu'est-ce que Kairos peut faire, s'il voit un petit peu le passé, s'il revient un siècle avant, en fait, le reste, on peut se dire, mais oui, mais là où il est parti, c'est du passé, donc le passé est figé. Et lui, quand il revient en arrière, du coup, ce qui est un futur, donc les 100 années qu'il a parcouru, au final, c'est un passé pour une de ses têtes qui a vu ce moment-là. Et il y a cette notion de, du coup, tel qu'on l'imagine là, et tel que c'est décrit, alors, ce n'est pas le cas, parce qu'on dans Warhammer 40 000, on dit bien qu'il y a plusieurs futurs possibles, mais je trouve que c'est un petit peu en contradiction avec le fait que... je pense que dans la mythologie de Warhammer 40 000, à partir du moment où le passé est figé, que tu vois tous les passés possibles, il suffit que tu recules un petit peu, et au final, le futur, c'est la même chose. C'est un système de récurrence. Donc on voit que ça devrait être figé et que le futur ne devrait pas... Et en fait, il y a toujours ces différentes façons de percevoir les choses, et il y a plusieurs philosophies dans typiquement les films qui parlent du voyage dans le temps. C'est toujours, est-ce que il a pu influer sur le voyage, ou alors au contraire, le fait qu'il a voyagé dans le temps était prévu, et tout ce qui s'est passé parce qu'il a voyagé dans le temps. Typiquement, si on prend, je sais pas, Terminator, qui est peut-être le film le plus vu sur le voyage temporel, dans Terminator, ce qui se passe, c'est que, heureusement, il a voyagé dans le temps, parce que s'il n'avait pas fait, il n'aurait pas pu donner naissance à John Connor, qu'il aurait lui-même envoyé dans le passé. Donc ça veut dire que tout est immuable, en fait. Et il y a un flux qui est fixe, et les choses ne changent pas. Mais c'est voilà, la théorie sur le voyage dans le temps, c'est évidemment assez conjecturel. Bon, après, on peut imaginer que là, sur Kairos... Alors, ce qui est très intéressant sur Kairos, c'est que tout ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est de te dire, mais s'il connaît le futur, il devrait savoir que Roboute Guilliman arrive. Mais là, on nous dit que non, parce qu'il n'avait pas prévu l'arrivée de Guilliman. Et que c'était improbable, et que c'était même alors qui dit improbable, dit quasiment impossible. Il a vu tous les futurs, mais il ne savait pas que Guilliman pouvait revenir, et c'est quelque chose qui le trouble.
ce qui le trouble profondément, et c'est aussi pour ça qu'il vient et qu'il intervient. Alors après, on se rappelle un petit peu avant, c'est aussi Abaddon qui a été chercher Kéros et qui lui a dit va t'occuper de Roboute Gilliman. On peut imaginer que même sans ça, il aurait voulu s'en occuper parce que Kéros, en fait, il a aussi des plans qui sont en train de s'échafauder, et on lui dit que le retour de Gilliman vient complètement bouleverser ses plans et qu'il n'a pas le temps de scruter le futur pour savoir ce que le Primarque va faire ou va influer, et il est obligé de venir traiter le problème instantanément. Alors, vous voyez, je pense qu'il y a des petites choses dissonantes parce que pour quelqu'un qui maîtrise le passé et le futur, même si lui-même, on imagine qu'il ne peut pas voyager dans le temps, on sait aussi que tout ce qui se passe dans le Warp se passe avec une temporalité différente. Donc, forcément, ça veut dire on peut sortir et revenir, et que forcément tu vas voyager dans le temps, et que Tzeentch peut le maîtriser, et que Kéros, qui lui aussi voit les différentes choses, pourrait quand même voyager dans le temps. Mais on ne dit pas qu'il voyage dans le temps, mais tout suggère que c'est le cas, en fait. Donc là, il y a quelque chose qui est un petit peu étonnant. Moi, je le vois bien un petit peu comme une sorte de répétition. On pourrait voir ça, en fait, quand on a Doctor Strange qui se bat contre Mal'Ganis, je crois, et en fait qui réinitialise à chaque fois le temps. Et on pourrait imaginer que Kéros aurait ce genre de pouvoir où à chaque fois, en fait, vous avez une branche du futur qui est explorée, et avec, je sais pas, suivant comment il va bouger un muscle, du coup c'est la voie numéro 48 qui est prise. S'il donne un petit coup d'épaule, c'est la voie 2048, etc. Et on pourrait imaginer que Kéros puisse utiliser ce pouvoir-là pour changer à chaque fois le cours des événements. Mais bon, en tout cas, là, il n'en a pas eu besoin, étant donné que tous les défenseurs disent « Ok, tu maîtrises Roboute Gilliman ». Alors, et encore une fois, là, la question que tout le monde se pose, et que je me pose aussi, c'est tu dis « Mais attends, mais pourquoi il ne le tue pas ? Pourquoi ? À un moment donné, alors qu'il l'a capturé, pourquoi simplement il ne le tue pas ? Comme ça, fin de l'équation. Il n'y a plus de possibilités. On a mis fin à la branche Gilliman. Gilliman est mort, pour de bon, pour de vrai cette fois-ci, pour de vrai, il ne reviendra pas. Donc, pour Kéros, qui voit les différents futurs, voilà. Alors que le fait de le laisser en vie, à un moment donné, quel est le gain ? Au contraire, c'est extrêmement complexe, parce que ça veut dire que tant qu'il n'est pas mort, il n'a pas mis fin à la branche de probabilité de Roboute Gilliman. Et ce qui veut dire que plus le temps passe, plus, on l'imagine, les ramifications se dispersent, et que ça va prendre énormément de temps à analyser, et que la probabilité que les choses se passent mal pour Kéros augmente au fur et à mesure du temps que Gilliman passe à vivre. Donc, pourquoi il ne le fait pas ? Je ne sais pas. La suite, on le saura sur la prochaine fois. Mais je me rappelle vraiment qu'il y avait ces passages-là dans Gathering Storm qui m'avaient vraiment pas plu. C'est tous ces moments où Gilliman, il est à la merci de ses adversaires et qui font « Oh non !» Non, monsieur Bond, je vous laisse avec ce laser qui va peut-être vous couper en deux, mais je vais aller dans la pièce à côté voir ce qui se passe. Vous allez mourir. Dans 4 minutes exactement. Mais j'ai pas le temps d'attendre 4 minutes, je vais aller dans la pièce à côté voir ce qui se passe, des fois que vous soyez tout seul dans la pièce et vous puissiez vous en sortir. Donc, il y a vraiment cette notion. Mais bon, après, évidemment, on va pas clôturer l'histoire, on va pas faire... Enfin, vous imaginez si là, on était là et le corps de Gilliman se disloqua et ce fut la fin du Primarque. Bam ! Ça serait dur, mais à chaque fois il y a toujours ce côté plot armor, vous savez, où le héros peut pas mourir, ou quand il meurt c'est au début parce qu'il va revenir après, vous voyez, ce genre de délire un petit peu, et là voilà, c'est un petit peu, mais deux fois de suite, parce qu'on se rappelle, il y a la flotte de Magnus qui pilonne et qui fait tu vas mourir maintenant, je t'envoie dans le Maelstrom. Bon, après, pourquoi pas, parce qu'on peut se dire, ok, que le but de Magnus, c'est de faire souffrir son frère, plutôt que de simplement le détruire. Ok, ça peut être cohérent. Mais là, Kéros, où on nous dit clairement qu'il ne pensait pas que le retour de Gilliman serait plausible, déjà ça, c'est un peu bancal, s'il voit vraiment les futurs, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, il aurait dû prévoir ça. Bon, ok, mettons ça de côté, mais c'est une menace que Kéros a devant lui, et il décide de ne pas l'éliminer au moment où il peut l'éliminer, en laissant peut-être la possibilité que ça revienne. C'est quelque chose qui me paraît pas logique. Voilà. Alors c'est Tzeentch, il n'y a pas de logique, d'accord, mais
Je suis curieux de relire la suite parce que je me rappelle plus, mais je me rappelle que ça m'avait gêné. Ça me gêne encore un peu. Puis voilà. Bon, écoutez, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne. Pensez à liker, à commenter, c'est toujours très important. N'hésitez pas à partager aussi les bonnes paroles de Gathering Storm sur vos réseaux pour faire découvrir la chaîne, peut-être à des gens qui ne connaissent pas. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, un petit peu en avance, comme d'habitude. Si vous soutenez sur Tipeee, vous aurez la vidéo sans publicité. Et puis voilà, faites-moi vos pronostics. Pourquoi Kairos ne veut pas éliminer à ce moment-là le Primark. En tout cas, quand je tourne les pages, on arrive à chapitre 3, l'avènement du Primark, avec une belle image d'un autre personnage que moi j'aime beaucoup aussi et qui va enfin intervenir dans la narration. Voilà, on n'en dit pas plus. À bientôt. Salut, bye.